politiques libyens se sont de nouveau réunis ce lundi, et ce, afin de trouver des solutions aux crises politiques et sécuritaires. Enfin, la Côte d'Ivoire a célébré les taekwondoïstes médailles d'or et médailles de bronze à Rio. Et pour les récompenser, la présidence ivoirienne leur a donné des primes et une maison. Vous êtes bien évidemment sur Sika et c'est l'heure de vous informer. Mesdames, Messieurs, bonjour. En Afrique du Sud, la crise à l'ANC, le Congrès national africain s'intensifie. Partisans et adversaires du président Jacob Zuma se sont retrouvés ce lundi lors d'un face-à-face tendu devant le siège du parti à Johannesburg. Un nouvel épisode des divisions qui agitent le parti au pouvoir. Les images. Nous n'allons pas laisser l'ANC se vider de ses membres. Il nous faut une direction qui ne soutienne pas la corruption, a déclaré une des opposantes au chef de l'État en exigeant le départ immédiat de Jacob Zuma. Au pouvoir depuis la fin de l'apartheid et l'avènement en 1994 de la démocratie en Afrique du Sud, l'ANC a subi un échec cinglant lors des élections locales du mois dernier en perdant pour la première fois le contrôle de grandes villes comme Johannesburg, Pretoria et Port Elizabeth. Cette cuisante défaite a nourri l'agitation au sein de l'ANC entre défenseurs et adversaires de Jacob Zuma, mis en cause dans plusieurs affaires de corruption. À la mi-journée, le secrétaire général de l'ANC, Wede Montaché, est brièvement allé à la rencontre des manifestants qui lui ont remis un mémorandum demandant notamment la démission de Jacob Zuma. Ne faites pas de publicité gratuite à ces hooligans. N'essayez pas de les battre. Il ne faut rien essayer parce que si vous le faites, vous leur faites de la publicité gratuite. Il faut qu'ils achètent leur propre publicité. Il ne faut pas qu'on leur en offre. Incarcéré dans la prison de Robben Island avec Nelson Mandela pendant l'apartheid, Jacob Zuma, 74 ans, dirige l'Afrique du Sud depuis 2009. Sa position est de plus en plus contestée au sein de l'ANC en raison notamment de la persistance de la pauvreté au sein de la majorité noire plus de 20 ans après la fin de l'apartheid. Au Gabon, ils étaient plusieurs dizaines de personnes à se regrouper ce lundi devant le palais de justice de Libreville, et ce, dans l'espoir d'obtenir des nouvelles d'un proche introuvable depuis le début des violences post-électorales. Ce rassemblement est intervenu alors que le parquet doit mener des auditions de centaines de personnes arrêtées après l'annonce de la victoire du président Ali Bongo Ondimba. Reportage. Dans l'enceinte du palais de justice, plusieurs personnes sont descendues d'un camion, main sur la tête, pour être conduites sous surveillance policière vers l'intérieur du bâtiment. Derrière les grilles, des dizaines de personnes espéraient apercevoir un fils, un frère, une sœur ou un mari, introuvables depuis l'explosion de violence au Gabon, juste après la proclamation de la réélection d'Ali Bongo, mercredi dernier. Je n'arrive pas à retrouver mon fils unique depuis jeudi. J'ai appris par RFI qu'ils vont entendre les prévenus, ici, les manifestants au tribunal. Donc je suis venu juste pour voir si parmi ceux qu'on va entendre, mon petit frère est dedans. Paul, une soixantaine d'années, a tenté en vain de voir son fils dans un précédent convoi de personnes descendant des camions de police avant d'être conduit de l'autre côté des grilles qui protègent le palais. On nous a refoulés, on devrait quand même rester à l'intérieur, voir nos enfants, s'ils sont là ou pas. Monsieur le bâtonnier des avocats, a dit que les enfants, les gens arrêtés, les 800 personnes arrêtées se trouvent dans des conditions difficiles. Qu'est-ce qui nous dit que nos enfants sont effectivement là où ils sont morts? C'est pour ça que nous sommes là pour identifier nos enfants. Je crois quand même que nous sommes dans un état de droit. Les personnes interpellées sont détenues dans des conditions dégradantes et insupportables, a dénoncé samedi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Gabon, Jean-Pierre Akombo Mouoluna, qui demande aux autorités judiciaires de les traiter humainement. Au total, le parquet doit auditionner près de 800 personnes arrêtées la semaine dernière, rien qu'à Libreville, après des émeutes et des pillages. Toujours au Gabon, alors que le calme semble être revenu ce lundi, le ministre de la Justice du président Ali Bongo Ondimba a déposé ce lundi soir sa démission. Nous reviendrons plus amplement sur cette actualité dans nos prochaines éditions.
Pendant ce temps, en Libye, sous une chaleur écrasante, une dizaine d'avions de combat aux couleurs ocre et bleu attendent l'ordre de décoller, et ce, pour aller frapper les positions que tient encore le groupe État islamique dans le pays. Les détails. Avec l'avancée des forces pro-gouvernement d'Union nationale dans le centre de Sirte et le retranchement des derniers djihadistes dans un seul quartier, les pilotes se sont vus attribuer de nouvelles missions ces derniers jours. Ils sont chargés de protéger les forces pro-gouvernementales d'éventuelles attaques venant de l'extérieur de la ville. Ils transportent aussi les blessés de l'hôpital de campagne établi près de Sirte vers l'hôpital de Misrata. Pour mener cette lutte, l'armée a donné une nouvelle vie à l'école de l'armée de l'air. Depuis le 12 mai dernier, date du lancement de l'opération de reprise de Sirte, la ville côtière conquise en juin 2015 par les djihadistes qui en avaient fait leur fief dans le pays, quelques 600 sorties ont été effectuées. Au total, les avions basés à Misrata ont mené 1400 sorties depuis le début de l'opération aérienne contre l'État islamique en 2011, comprenant aussi bien des frappes que des missions d'observation. Les combats sont conduits en coopération avec les forces terrestres du gouvernement d'Union nationale, formées en grande partie par les puissantes milices de Misrata. Nouveau pourparlers en Libye, les membres du dialogue politique libyen dont est issu le gouvernement d'Union nationale se sont de nouveau réunis ce lundi à Tunis. La quête de solutions aux crises politiques et sécuritaires en est l'objectif. Les détails. Quel est le niveau d'avancement de la mise en œuvre de l'accord interlibyen signé fin 2015 au Maroc? C'est pour avoir une réponse à cette interrogation et améliorer les acquis que se tiennent les présents pourparlers débutés ce lundi à Tunis. Prévues pour durer 2 jours, ces assises ont pour finalité d'aider la Libye à sortir du chaos qui l'engloutit depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Nous allons nous réunir pour faire le suivi des réunions précédentes afin d'aboutir à des solutions urgentes au climat étouffant auquel le pays fait face. La nation libyenne, l'État libyen ont besoin de positions sérieuses et de pas concrets, soit de la part du Conseil présidentiel, soit des entités qui en découlent. Une position réelle qui traite des problèmes dont nous souffrons et dont souffrent nos enfants. Ces pourparlers interviennent au moment où les forces du gouvernement d'union combattent le groupe État islamique jusque dans son dernier retranchement à Sirte. L'opposition politique, rivale du gouvernement d'union, est aussi représentée à Tunis. Le président sud-soudanais Salva Kiir et son gouvernement ont enfin capitulé. Soumis à une intense pression diplomatique du Conseil de sécurité de l'ONU, ils ont donné ce dimanche leur accord au déploiement de 4000 casques bleus supplémentaires dans leur pays, meurtri par une guerre civile dévastatrice. Suivons à ce propos les explications du ministre sud-soudanais des Affaires gouvernementales. En vue d'améliorer la situation sécuritaire, le gouvernement de transition d'unité nationale a donné son accord au déploiement de la force régionale dans le cadre de la MINUS qui a récemment été autorisée par la résolution 2304 du Conseil de sécurité de l'ONU. Le gouvernement de transition d'unité nationale s'engage à autoriser la libre circulation de la MINUS en accord avec son mandat qui comprend la protection des civils. À cet effet, le gouvernement de transition d'unité nationale s'engage à élaborer un plan avec la MINUS d'ici fin septembre avec des mesures concrètes pour lever les obstacles qui empêchent la MINUS d'exécuter son mandat, y compris la revue des procédures concernant la circulation de la MINUS et la simplification du processus démocratique. Related to movement of UNMISS and streamlining bureaucratic processes. Parlons santé à présent. Le Nigeria a enregistré un 3e cas de polio dans l'état du Borno. L'Organisation mondiale de la santé a relayé cette information ce lundi, créant une résurgence de la maladie dans cette région en proie aux violences du groupe Boko Haram. Bien que l'armée ait récupéré le contrôle d'une partie du territoire nigérian, la majorité de l'état de Borno est encore inaccessible à l'aide humanitaire. Après les 2 premiers cas de poliomyélite enregistrés en août,
Le Nigeria vient d'être touché par un autre cas, un fait qui marque un important revers pour ce pays de l'Afrique de l'Ouest qui espérait être certifié exempt de la maladie en 2017. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en est particulièrement inquiète, d'autant que le nouveau cas a été enregistré dans le nord-est du pays, une zone en proie aux violences du groupe État islamique. Pour l'organisation, une résurgence de la maladie n'est pas exclue. À mi-août, le gouvernement nigérian a lancé un plan de vaccination d'urgence dans les États du Nord-Est particulièrement vulnérables avec l'insurrection du dit groupe. La majorité de l'État de Borno est encore inaccessible à l'aide humanitaire. Boko Haram y a fait plus de 20 000 morts et plus de 2 millions de déplacés. Selon l'UNICEF, 50 000 enfants risquent de mourir de faim d'ici la fin de l'année si rien n'est fait dans l'immédiat. Un tableau qui pourrait davantage s'assombrir avec la résurgence de la poliomyélite. Causée par un virus qui prolifère dans des conditions sanitaires précaires, la poliomyélite détruit le système nerveux. Elle peut entraîner la paralysie et la mort. À ce jour, il n'existe pas de traitement curatif. Seul le vaccin permet de prévenir le mal. Direction le Bénin où l'amicale des Béninois membres du CECA entendait le Centre d'études stratégiques pour l'Afrique, l'ABCK, était en concertation en fin de matinée avec ses homologues du Burkina Faso, du Togo, du Niger et du Nigeria. À l'issue des travaux de réflexion, une charte a été établie et adoptée avec pour finalité proposer au gouvernement des différents États concernés des propositions susceptibles d'aider à faire efficacement face aux différents défis qui s'imposent à eux. Plus de précisions avec le président de l'ABCK, Maître Sadikou Alao, qui intervient sur des propos recueillis par Joël Yetonti et Floris Dossa. Il y a quelques années, on parlait d'améliorer l'environnement et c'était très important. Au début, on ne prenait pas ça trop au sérieux, puis c'est devenu une constante. C'est exactement la même chose dans le domaine de la sécurité. Aujourd'hui, la sécurité fait partie de notre environnement quotidien. On ne peut plus se passer de cette réalité. Mais au lieu de simplement s'attaquer au problème de la sécurité, disons à brûle pour point ou au coup par coup, il y a des gens qui réfléchissent, qui anticipent et qui permettent aux dirigeants de disposer de ces réflexions pour améliorer cet environnement. Ce think tank, son but, c'est de faire ces travaux pour permettre à nos pays de disposer d'un organe de réflexion dans le domaine de la sécurité, afin que ceux qui décident aient les moyens de décider, qu'ils aient les résultats des travaux de réflexion qui leur permettent d'améliorer notre sécurité. Pour finir, je l'annonçais en titre, en Côte d'Ivoire, quelques jours après les Jeux Olympiques de Rio au Brésil, les taekwondoïstes tchèques Cissé, médaille d'or à Rio, et Ruth Gbagbi, médaille de bronze, ont reçu des primes et une maison de la part de la présidence ivoirienne, et ce, pour leurs exploits au cours de ces Jeux. Je vous propose à présent de suivre respectivement le président ivoirien Alassane Ouattara ainsi que les deux médaillés de ces Jeux. D'avoir laissé notre pays sur la première marche du podium olympique. C'était un grand moment d'émotion. Vous avez fait vibrer notre national dans l'enceinte de la nation olympique, dans le ciel de Rio, du Brésil. Quelle fierté. Merci. Merci à toi. Merci à toi, cher. Je dois redoubler d'efforts pour améliorer la couleur de ma médaille. Et aussi, c'est aussi pour toutes les femmes, c'est la nôtre, c'est pour toutes les femmes ivoiriennes. Et j'espère que cette médaille va inspirer la jeunesse ivoirienne, contribuer au développement de la Côte d'Ivoire, de mon pays, et aussi promouvoir les valeurs du sport féminin. On a été soutenu, l'État a fait ce qu'il pouvait, et pas seulement l'État, les athlètes aussi devaient faire ce qu'ils pouvaient. J'ai donné l'exemple, il ne faudrait pas seulement attendre le gouvernement, l'État, il faut d'abord faire un effort de soi-même, et c'est ce que j'ai fait, et ils l'ont compris, et voilà les résultats qui suivent. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.